Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. « 12 heures, c'est donc le temps qu'aura tenu le gouvernement de Sébastien Lecornu. Les choses vont être difficiles. Et il n'y a pas de deal. Il permettrait aucun deal. Nous voterons ce budget de la sécurité sociale, non parce qu'il est le nôtre, mais parce qu'il est le fruit du compromis républicain. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. La justice n'a pas été rendue. On a le sentiment que s'appeler Nicolas Sarkozy, c'est une infraction. 11 jours après sa sortie de prison, Nicolas Sarkozy annonce la publication d'un livre sur sa très courte expérience en prison, à savoir 20 jours, 216 pages. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie ? C'est un parti dont je crois les valeurs mettent en danger ce qu'est la France et dont le programme, qui est celui du Nouveau Front Populaire, qui est d'ailleurs pas uniquement celui de la France Insoumise, est un programme qui serait mortifère pour la France, pour son identité, pour son économie. La responsabilité de ceux qui ont diabolisé la gauche est énorme. Cette chronique est enregistrée plusieurs jours avant sa diffusion parce que Blas prend quelques vacances bien méritées. C'est quoi leur métier ? Voilà. C'est quoi ? Qu'ils aillent nettoyer des vitres ? Elle est donc un peu raccourcie et on voudrait en profiter pour revenir rapidement sur quelques aspects marquants de l'année qui vient de s'écouler, dont la vérité oblige à reconnaître qu'elle n'a pas été très différente de la précédente. Par exemple, le chef de l'État français a continué en 2025 à ne tenir aucun compte du résultat des élections législatives de 2024, dont le second tour avait été remporté, comme on l'a déjà rappelé ici 1 million de fois, par une coalition rassemblant les communistes, les écologistes, les insoumis et les socialistes sous la bannière du Nouveau Front Populaire. Je suis lucide. Barricadé dans son refus de respecter ce verdict des urnes, Emmanuel Macron a donc nommé, dans le cours des 12 derniers mois, plusieurs premiers ministres de droite qui n'avaient pas la moindre légitimité et qui se sont entourés de ministres encore plus à droite qu'eux, comme Gérald Darmanin ou Bruno Retailleau, pour ne citer que ces deux-là. L'immigration n'est pas une chance. Je signe et je persiste. Les biens sont aussi importants que les personnes. Ici, la seule nouveauté, toute relative et très moyennement surprenante, a été qu'en 2025, les socialistes, décidément attachés à leur tradition, ont fini de renier les engagements qu'ils avaient pris auprès de leurs électeurs en 2024. Et il n'y a pas de deal. Il permettrait aucun deal. D'abord en acceptant une pseudo-suspension de la réforme des retraites dont ils avaient promis d'exiger l'abrogation pure et simple, puis en se ralliant complètement à la droite gouvernementale pour lui permettre d'adopter un budget de la sécurité sociale. Nous voterons ce budget de la sécurité sociale, non parce qu'il est le nôtre, mais parce qu'il est le fruit du compromis républicain, dont la France Insoumise avait prédit qu'il se traduirait notamment par une hausse du montant des cotisations des mutuelles de santé. Et de fait, à l'instant précis où ce budget a été adopté, ces mutuelles ont annoncé une hausse de plus de 4% de ces cotisations pour 2026, exactement comme l'avait pronostiqué la gauche insoumise. Nous prenons cette situation pour une victoire, autant que pour un premier pas qui permet d'envisager les suivants: le blocage et l'abrogation. Mais il est vrai aussi que le Parti socialiste aurait tort de se gêner, puisque chacun de ces reniements est immédiatement salué par la presse et les médias dominants comme une nouvelle preuve de son art du compromis et de son sens des responsabilités. Le président du groupe socialiste a raison. Si chacun ne fait pas un pas vers l'autre, il n'y aura donc pas de compromis final et pas de projet de loi pour la sécurité sociale de voter. Alors que les insoumis, dont le seul tort est de vouloir se tenir au programme qui a permis au Nouveau Front Populaire de remporter les législatives, sont systématiquement présentés comme de dangereux extrémistes qui veulent carrément augmenter le SMIC de quelques dizaines d'euros. Je redis que LFI est un danger pour la société. Ils passent leur temps à appeler au chaos. La police tue, les chefs d'entreprise sont des salauds. En France, l'année écoulée a également été marquée par les attaques toujours plus violentes de la droite contre les lois
qui sont en principe les mêmes pour tous, et contre les magistrats chargés d'appliquer le droit. Ce qui est en train de vivre Nicolas Sarkozy, c'est une cabale judiciaire. Vous avez des juges qui veulent se faire un homme politique qu'ils ont toujours voulu se faire. C'est une sorte de coup d'État judiciaire contre la séparation des pouvoirs. Ce déchaînement a bien sûr culminé quand l'ex-chef de l'État français Nicolas Sarkozy, qui avait déjà écopé de plusieurs peines de prison, a été incarcéré pendant quelques jours, après avoir été une nouvelle fois condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, cette fois-ci dans l'affaire du financement de sa campagne présidentielle de 2007, où 2 de ses plus proches collaborateurs avaient rencontré clandestinement un terroriste recherché pour sa participation à l'organisation d'un attentat qui avait notamment fait plusieurs dizaines de victimes françaises en 1989, excusez du peu. Nicolas Sarkozy rappelait un mot de sa fille, Julia, qui lui avait dit « Ta vie est un roman ». Et c'est vrai que cet itinéraire d'un homme aussi présent dans nos vies depuis tant d'années, qui a été ministre de Jacques Chirac, qui a été président de la République et qui sera ce soir incarcéré, cette vie est romanesque. L'incarcération de Nicolas Sarkozy, tout à fait conforme au droit, a unanimement été présentée comme un scandale par le commentariat dominant, qui par ailleurs ne manque bien sûr jamais une occasion d'exiger plus de fermeté policière et judiciaire contre ce qu'il est convenu d'appeler la petite délinquance. Plus on a d'étrangers en France, plus la délinquance va augmenter. Un pays qui se respecte n'attend pas la 10e condamnation pour retirer un permis de conduire ou un titre de séjour. Un pays qui se respecte ne demande pas aux policiers de ne pas courser un délinquant auteur d'un rodéo urbain par crainte d'un accident qui pourrait déclencher des émeutes. Sarkozy a passé 20 jours en prison après sa condamnation, 21, durant lesquels il a bénéficié de quelques notables privilèges, et il dit avoir consacré ces 3 petites semaines à l'écriture d'un livre sobrement titré « Journal d'un prisonnier », dans lequel il se compare très sérieusement au capitaine Dreyfus. Dans ce très digne ouvrage, qui a été publié par un éditeur du groupe Bolloré, à peu près en même temps que celui d'un agitateur d'extrême droite condamné pour contestation des crimes contre l'humanité perpétrés par le régime de Vichy, Sarkozy explique par ailleurs qu'il n'est pas du tout défavorable à l'idée d'une union de la droite dite républicaine, avec un parti d'extrême droite cofondé notamment par un ex-Waffen-SS et dont le président confectionne lui aussi des livres publiés par le groupe Bolloré. Vous êtes allé à la rencontre des Français, vous les avez écoutés, puis vous avez rapporté un peu leurs envies, leurs volontés, j'ai envie de dire un peu comme un journaliste. J'ai voulu faire ce que le monde politique ne sait plus faire. Mais rien de tout cela, qui pourrait presque donner l'impression d'être un peu tendancieux, ne rebute les admirateurs transis de l'ancien chef de l'État, dont le livre, au moment où cette chronique est enregistrée, s'est déjà vendu à 100 000 exemplaires en quelques jours. Mais il est vrai aussi que la plupart des journalistes qui ont assuré la promotion de cet ouvrage ont très gentiment fait le choix de ne pas trop s'apesantir dans les innombrables articles et reportages qu'ils lui ont consacrés sur le fait que son auteur, depuis sa sortie de prison, a une nouvelle fois été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement et que le 16 décembre dernier, le parquet national financier a par ailleurs requis contre lui un nouveau procès pour association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée, un peu comme si la magistrature n'avait aucune intention de se laisser impressionner par l'instrumentalisation de la mémoire du capitaine Dreyfus, qui était, rappelons-le, innocent et victime d'une abjecte persécution antisémite. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie ? Ailleurs dans le monde, l'année 2025 a malheureusement été marquée, comme la précédente, par la poursuite des massacres dans lesquels plus de 70 000 Palestiniens ont déjà été tués par l'armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie. On se rappelle qu'au mois de septembre dernier, la France a reconnu l'État de Palestine et que cela a été présenté par Emmanuel Macron comme une splendide contribution à l'établissement de ce qu'il a appelé une paix juste et durable au Proche-Orient. Dans les faits, cependant, et en même temps que son président se posait donc en champion de la paix, la France s'apprêtait à livrer à l'État israélien de nouveaux composants pouvant être utilisés à des fins militaires, et il a fallu attendre la révélation de ce nouveau scandale par le très recommandable média Disclose au mois d'octobre dernier pour que le gouvernement français annule cette livraison. Pas une arme française n'est allée à la destination de Tsahal. Après la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, qui n'a strictement rien changé au sort des Palestiniens, c'est le plan de paix du président états-unien pour Gaza qui a été ovationné à la toute fin du mois de septembre par l'éditocratie, dont certains représentants particulièrement exaltés ont même suggéré sans rire que Donald Trump méritait le prix Nobel. Honnêtement, il le mérite. Aujourd'hui, à qui vous le donnez le prix Nobel ?
Quelques semaines plus tard, cependant, l'Organisation de défense des droits humains Amnesty International a fait paraître un dense rapport constatant, je cite, qu'à Gaza, malgré ce prétendu cessez-le-feu, le génocide continuait, fin de citation. Et le journal Le Monde a de son côté publié, le 10 décembre dernier, un article soulignant qu'Israël imposait, je cite toujours, un régime de terreur inédit en Cisjordanie. Le massacre des Palestiniens continue donc, avec l'aval tacite de ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident, où les autorités états-uniennes et européennes consacrent plutôt leur énergie au dénigrement et à la criminalisation des citoyens et citoyennes qui dénoncent ces tueries et les complicités de fait dont bénéficient leurs auteurs, comme l'a encore montré au mois de novembre dernier la censure d'un très sérieux colloque scientifique sur la Palestine qui devait se tenir au Collège de France, mais qui a finalement été annulé après une intervention notamment du ministre macroniste de l'enseignement supérieur. En l'espèce, les risques de troubles à l'ordre public étaient réels et sérieux. Je suis fondamentalement attaché aux libertés académiques, je suis chercheur moi-même et j'en suis l'un des garants comme ministre. La toute fin de cette année décidément très plombante a également été marquée le 14 décembre par l'élection au Chili d'un président dont le père était un nazi réfugié en Amérique du Sud après la Seconde Guerre mondiale et qui professe lui-même une vive admiration pour le général Pinochet. Comme l'a relevé le journal Le Monde, ce plaisant personnage, dont la presse et les médias réactionnaires minimisent la radicalité pour mieux le présenter comme un simple conservateur, a promis, je cite, d'en finir avec l'insécurité, l'immigration irrégulière et les difficultés économiques, fin de citation. Le fondateur du Parti républicain du Chili promet également d'expulser 340 000 migrants en situation irrégulière, des Vénézuéliens pour la plupart. Un tel programme a pour nous un petit air de déjà-vu, et c'est bien normal, puisque c'est à peu près mot pour mot ce que promet en France une droite dite républicaine, dont chaque jour de l'année 2025 a confirmé qu'elle avait complètement fini sa mue extrême droitiste. Le bilan des 12 derniers mois est donc assez moyennement euphorisant, et il faut se motiver un peu pour se souhaiter une bonne fin d'année, en croisant très fort les doigts pour qu'une nouvelle catastrophe ne nous tombe pas dessus avant le 31 décembre. Mais la vérité est qu'on peut aussi se raccrocher à quelques constats simples et de bon sens qui remettent les choses à l'endroit. Comme celui-ci, par exemple, sur lequel on revient une dernière fois. Quand les Français qui votent se sont exprimés dans les urnes à l'été 2024, ils ont très nettement dit qu'il n'était pas question pour eux de se laisser rouler dessus par l'énorme rouleau compresseur des propagandes réactionnaires et qu'ils ne voulaient pas de l'imaginaire extraordinairement accablant, pour le dire très poliment, que leur propose cette droite et ses journalistes de compagnie. Et si on regarde un peu plus loin, on s'aperçoit que partout dans le monde, pendant que les chaînes d'infos déroulent leur baratin, des foules gigantesques continuent jour après jour à se mobiliser pour un avenir meilleur. Il n'est donc pas douteux que les mauvais jours finiront. Très bonne fin d'année à tous. On se retrouve en 2026. Let's take this over.